C'est parti, salut à tous, salut YouTube, salut Twitch, salut tous ceux qui nous regardent des quatre coins du globe. C'est le live Freplend cette semaine, on est présent, pas comme la semaine passée, d'ailleurs la semaine passée on avait une actualité qui justifiait pas vraiment le live, donc on a fait l'impasse sur le live de la semaine passée, mais cette semaine on est là parce qu'il y a du lourd. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Au menu nous avons le partenariat de Upland avec la FIFA et l'UIP1. On va débriefer tout ça, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous avons comme nouvelle information par rapport à cette UIP et on va commencer directement par la FIFA. Donc si vous avez vécu sous un caillou ces dernières 48 heures, vous ne savez peut-être pas que la FIFA est devenue un partenaire officiel de Blend. Vous saviez peut-être que le Qatar avait été ouvert et que la ville de Lusail était en cours de construction, aussi bien au niveau du stade qu'au niveau des bâtiments. Et bien maintenant, c'est confirmé, la FIFA est derrière tout ça. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à voir dans ce partenariat. Donc ce partenariat, déjà, il va toucher massivement des legit, des décors extérieurs et il va donner lieu à des challenges. Ça va être des événements qui vont avoir lieu durant la Coupe du Monde. Il y a donc 32 équipes qui vont être représentées au niveau des legit, au niveau de la FIFA. Pour l'instant, à Lusail, qu'est-ce qu'il se trame? En fait, il y a le World Cup Village qui est en cours de construction et qui reprend le stade et 8 shops qui vont mettre en vente les différents objets, donc les décors, les legit, etc. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il y ait 8 shops. Ça veut dire qu'il va quand même y avoir pas mal d'objets différents qu'on va pouvoir acheter, donc ça c'est plutôt sympa. Il faut savoir également que ces shops ne seront pas limités uniquement au Qatar. Il y en aura également à Rio, à Détroit, à Los Angeles et dans le Queens. Dans l'article, il est marqué également que c'est un partenariat qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc ça, c'est quand même plutôt réjouissant de se dire que c'est pas un coup d'essai de la FIFA. La FIFA se lance vraiment sérieusement avec Upland. Donc ça, c'est plutôt bon. Et nous aurons bien entendu plus d'annonces au fur et à mesure des matchs et de l'évolution de la Coupe du Monde. Petite note qui a été ajoutée à l'article que je trouve intéressante, qui nous dit en fait que il faut savoir que les propriétés au Qatar ne seront vraisemblablement pas ouvertes pour le Mint. Cependant, il y a des propriétés qui seront mises en gain pour certains challenges, dont le stade. Et ça, je trouve ça plutôt surprenant. Il y aura possibilité qu'un joueur gagne le stade. Donc c'est une grande première, ça quand même. Je vous ai fait une petite capture des infographies qui sont présentes sur le site pour l'instant pour annoncer ce partenariat avec la FIFA. Vous voyez ici sur votre gauche les différents packs de Legit qui vont probablement être mis en vente. Donc il y aura 5 formats de packs vraisemblablement. Ça n'a pas encore été vraiment confirmé par écrit, par une annonce officielle, mais en tout cas c'est ce qui est présenté sur le site. On se souvient que pour la NFLPA, ils avaient créé plusieurs types de packs, dont les packs Superstar qui prenaient des mementos des 3 meilleurs joueurs de l'équipe, les packs normaux avec des mementos de différents, des joueurs qui sont classés du numéro 4 jusqu'au fond du classement. Donc on peut peut-être s'attendre à avoir le même genre de choses au niveau des legits de la FIFA. Ils ont également lancé toute une communication sur Show Your Colors, donc montrer vos couleurs. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce Show Your Colors, ça va être vraiment tout un arc narratif, je vais dire, sur le support des différents clubs. Donc comment on va pouvoir comprendre ça? Il y aura en tout cas 32 blocs Explorer qui vont être mis à disposition, un par équipe, vraisemblablement, étant donné qu'il y a 32 équipes. Il y aura des legit et des décors extérieurs en lien avec les pays. Il y aura des objets de collection en rapport avec des moments historiques de la Coupe du Monde.
Et grande première pour ce partenariat avec la FIFA, il y a l'arrivée des spotlights. Les spotlights, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des micro-extraits vidéo qui vont être présentés sous forme de legit et qui vont commémorer les grands moments des matchs. Donc c'est une nouvelle forme de legit qui devrait, à mon avis, s'appliquer relativement rapidement au legit de la NFLPA également. Mais en tout cas, c'est sur ce partenariat avec la FIFA qu'ils vont être lancés. On va également avoir des événements et des activités en rapport avec différentes choses. Donc notamment les fanscores, les collections de Legit qu'il y aura moyen de réaliser, les décorations de propriété, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu comme à Halloween des challenges qui nous invitent à décorer nos propriétés aux couleurs de la FIFA et des différents clubs et gagner alors des prix en fonction de cela. Et il y aura également des challenges d'échange avec d'autres joueurs où on devra trader vraisemblablement des legit. Tout ça pourquoi me direz-vous? Pour gagner alors des propriétés du village de la World Cup dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aura également la possibilité de gagner des voitures uniques, des souvenirs, donc des objets virtuels qui on ne sait pas encore exactement de quel genre, mais en tout cas il y aura des souvenirs à gagner et il y aura même possibilité de gagner le stade. Alors, dernière nouvelle, et ça je la mettrai quand même un peu au conditionnel parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ce qu'il disait dans l'article, mais il me semble avoir compris ça en tout cas, c'est que le 18 décembre, donc lors de la finale de la Coupe du Monde, il ferait une release de la capitale du pays gagnant de la Coupe du Monde pour célébrer ce partenariat avec la FIFA. Si dans le chat vous avez si dans le chat vous avez eu une autre compréhension des choses, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de l'article. Et je trouve que ce serait un move plutôt intéressant. Ici, je vous ai fait une petite capture des questions fréquemment posées qui sont postées sur le site de Plend, où vous voyez la possibilité d'acheter des passes. Alors, qu'est-ce que ce sont les passes? Donc, je vous ai mis les spotlights, hein, ça je vous l'ai expliqué à l'instant. Mais les passes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des NFT qui sont apparemment émis par la FIFA. Je ne vois pas encore exactement la différence avec avec les Memento, mais je présume que nous aurons un petit peu plus d'informations à ce propos relativement vite. Ce sont des NFT qui vont nous permettre de compléter des collections, qui donneront lieu à des boosts de fanscore. Donc est-ce que ça voudrait dire que les Memento ne donneront pas de fanscore? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est surprenant. Euh, c'est ça. Je passe à la dia suivante. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ce partenariat avec la FIFA, qui est en tout cas très, très bullish, pour faire un petit clin d'œil à ce bon vieux Nocif qui n'est pas avec nous ce soir. C'est plutôt bon, c'est probablement une première d'une longue série. Je pense que arriver à avoir la FIFA, c'est clairement un partenariat qui donne du crédit à Upland. C'est un partenariat qui va probablement donner envie à d'autres acteurs du monde du sport, des gros acteurs, de peut-être se renseigner un peu sur le métaverse de Upland et voir un petit peu ce qu'il y a lieu de faire avec eux. J'ai déjà vu à l'heure actuelle des articles qui émanent de différents médias qui parlent de plaine, donc des médias qui n'ont pas forcément l'habitude d'en parler. Je pense que ça va mettre un sacré coup de projecteur sur le projet. Donc, même au niveau des utilisateurs vraiment et du gain d'utilisateurs, ça peut être vraiment intéressant. Il faudra voir maintenant au niveau de la communication de la FIFA s'il y a des, des perches qui sont tendues vers Upland, voir s'il y a des affiches durant les matchs, voir s'il y a ce genre de communication qui est prévu. Ça, on verra un petit peu comment tout ça se développe. Deuxième point aujourd'hui qu'il faut aborder et qui est, à mon sens, au moins aussi important que la FIFA, mais sur un autre registre, sur un registre plus économique, c'est cette fameuse UIP1. Alors, on va commencer probablement par le début, hein, déjà voir qu'est-ce que c'est
qu'est-ce qu'un UIP? Donc en anglais UIP ça veut dire Upland Improvement Proposal, donc une proposition d'amélioration d'Upland. C'est une décision qui est prise par la team et qui est soumise au vote de la communauté pour voir si la communauté accepte cette modification ou non. Si vous êtes un régulier de notre live, vous avez probablement été présent lors du live, je dirais, d'il y a un mois ou un mois et demi, où on parlait déjà de cette UIP et où on expliquait un petit peu les tenants et aboutissants. Eh bien, nous avons eu un petit peu plus d'informations, donc je vais vous faire un retour là-dessus. Mais avant de vous expliquer cette UIP, je pense qu'il est toujours bon de revoir un petit peu comment le système économique fonctionne pour l'instant et qu'est-ce qui est proposé. Comme ça, vous allez vraiment avoir une bonne vue de la proposition qui est faite. Donc, je vais peut-être pas réexpliquer vraiment tout le système. Ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais en tout cas, je vais expliquer clairement ce qui va changer et ce qu'il est important de savoir. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans Upland, il y a une économie qui est basée sur deux pools. On a la community pool qui est le rond rouge au-dessus, et vous avez la Upland pool qui s'appelle également l'operator pool, qui est le rond rouge du bas. Ces deux pools contiennent, depuis le début du jeu, des OPEX. Il y avait 50 milliards d'OPEX qui ont été attribués à la création du jeu dans chacune de ces pools. La pool Upland Operator, donc la Upland Pool, a pour unique vocation de financer les dépenses d'activité de Upland en tant que société. Et la Community Pool est une pool qui est dédiée à la communauté et qui finance principalement déjà les loyers, les rewards de collection, qui finance certaines campagnes marketing, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Upland Pool, contrairement à la Community Pool, n'est alimentée par rien. Il y a simplement les mints d'UPEX, de nouveaux UPEX qui viennent alimenter cette pool. Donc à partir du moment où Upland crée de nouveaux UPEX, c'est dans cette Upland Pool qu'ils sont dirigés, et c'est depuis cette Upland Pool que les achats depuis le store, qui se trouve sur Upland, qu'on peut acheter en dollars ou en euros, c'est depuis cette pool-là que les UPEX sont prélevés pour distribuer aux joueurs. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez le carré central joueur qui vous montre avec une flèche qu'il y a des achats d'UPEX en dollars qui est dirigé vers la Upland Pool. Cette Upland Pool, elle est très très importante. C'est grâce à cette pool que Upland peut financer son développement et c'est grâce à cette pool que Upland se développe et peut payer ses salaires. Alors je vous ai mis vraiment les différents pôles, hein, si vous voulez voir dans les sorties qui se trouvent juste à droite de l'Upland Pool. Donc on a le développement et la croissance, on a les frais d'infrastructure. Je ne sais pas si vous le savez, mais créer un compte sur EOS, ce n'est pas gratuit. Pourtant, quand vous créez un compte sur Upland, vous ne payez rien. C'est parce que Upland prennent à leur charge ces frais de création. Ça sort principalement de là. Donc les activations de nouveaux joueurs, les événements également, les financements marketing viennent en partie de là également. Bref, c'est très important. Je passe maintenant sur la Community Pool. La Community Pool, à l'opposé de la Upland Pool, elle a des entrées. Les entrées de la Community Pool, qu'est-ce que c'est? Ce sont principalement les fees que vous payez lorsque vous achetez sur le marché secondaire, que vous achetez un legit, que vous achetez une voiture, que vous achetez, bref, peu importe. Dès qu'il y a des frais, les frais sont dirigés vers la Community Pool. À partir du moment où ils release une nouvelle ville et que vous mintez une propriété, l'intégralité des UPEX que vous mettez dans les mints sont également dirigés vers la Community Pool. Si vous regardez correctement le schéma, vous voyez pour l'instant qu'il n'y a aucune communication entre la Community Pool et le Upland Pool. Et c'est principalement de ça que va traiter l'UIP 1. Quelle est la dynamique qu'il y a derrière? La dynamique qu'il y a derrière, en fait, et ça je vais passer sur la diapositive suivante pour vous le montrer. Je vais réduire également un petit peu ma caméra pour que vous voyez correctement. Voilà. Alors,
pour l'instant, donc ce que vous voyez dans les cadres verts qui sont adjacents aux deux pools, ce sont les montants de PEX qui sont actuellement dans ces pools. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en avait 50 milliards de PEX dans chaque pool initialement. Nous sommes maintenant avec 89,9 milliards de PEX dans la community pool et 4,1 milliards de PEX dans la Upland pool. Alors ça, c'est un phénomène qui avait totalement été prévu initialement par Upland. C'est le fait que la Upland Pool finisse par s'appauvrir au profit même de la Community Pool. Donc pour l'instant, tout est tout à fait normal. La chose qui pose problème est la suivante. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Upland Pool ne peut s'alimenter qu'avec du mint de nouveaux UPEX. Or, Upland nous annonce maintenant que les 100 milliards d'UPEX qui sont en circulation, qui forment l'offre totale de l'économie, ces 100 milliards d'UPEX sont suffisants pour faire tourner l'économie. Et en ajouter ne serait pas une bonne chose. Ça diluerait quelque part la valeur des UPEX. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que la Upland Pool est vouée, tant qu'on ne minte pas de nouveaux UPEX, à s'appauvrir et à tendre vers zéro, ce qui poserait un problème de financement pour les activités d'Upland. Ce qui est donc proposé, ce serait d'avoir un échange entre la Community Pool et la Upland Pool. Que la Community Pool finance à une certaine hauteur la Upland Pool. Et en échange de cela, bien entendu, les nouveaux UPEX mintés en cas d'expansion monétaire, s'il fallait augmenter la supply finale de l'UPEX, ces UPEX seraient mintés dans la Community Pool et non plus dans la Upland Pool. Ça, c'est la proposition qui est faite par Upland. Ça soulève beaucoup de questions, tout ça. Alors, il y a beaucoup de questions de chiffres. Ce sont surtout ces questions-là qui se posent, et ce sont surtout ces questions-là auxquelles on n'a pas encore de réponse réelle. Les rares réponses que nous ayons, ce sont des réponses qui nous avaient déjà été fournies à l'époque, donc ce sont les deux petits tableaux qui sont par exemple sur la droite ici de votre écran. Ce sont les valeurs de PEX qui seraient transférées vers la Upland Pool dans différentes circonstances. Donc par exemple, par utilisateur mensuel actif, c'est ça le MAU, le Monthly Active User, la Community Pool verserait par exemple 2000 UPEX dans la Upland Pool. Pour chaque nouvel utilisateur, ce serait 1000 UPEX. Pour chaque transaction, par exemple un mint de NFT, ce serait 500 UPEX. Pour une transaction blockchain classique, ce serait 100 UPEX. Voilà. Donc ça, c'est en gros ce qui nous avait été présenté lors de l'annonce de cette proposition. Je vous ai mis également une petite vision de blocks.io pour que vous puissiez voir en temps réel. Donc ça, c'est une prise qui a été faite ce matin, donc je pense que ça n'a pas dû évoluer beaucoup depuis. Mais vous avez en toute première position ici dans la liste des plus gros comptes, vous avez la Community Pool qui s'appelle Community UPX, qui est donc de 89 960 709 900, voilà, bref, vous savez lire, 89 960 709 769 EPEX, et juste en dessous, vous avez la Upland Pool dont je vous fais grâce du chiffre, vous pouvez le lire. C'est exactement ce que je viens de vous montrer dans les graphes. Alors, tout ça, ça n'a pas beaucoup changé. Vous avez ici le système à gauche tel qu'il est pour l'instant, vous avez à droite le système tel qu'il est voué à devenir si le vote est accepté. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu toutes les clarifications qui ont été faites maintenant que vous savez ça, vous savez de quoi on parle. On peut passer sur les questions qui ont été posées lors des différentes sessions de questions-réponses. Il y en a eu deux à ma connaissance, il y en a eu une sur YouTube, la deuxième sur Discord. Les deux ont été retransmises sur YouTube, donc j'ai regardé ça attentivement et je vais vous retransmettre les informations importantes. Donc la première question qui a été posée, c'est qui a le contrôle sur les pools. Donc on pourrait se dire naturellement que la Upland Pool est détenue par Upland et que la Community Pool est détenue par la communauté. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, Upland est toujours un projet centralisé. La réelle réponse qu'il faut apporter à ça, c'est celui qui détient les clés du wallet de la pool
est le propriétaire de la pool. Et pour l'instant, c'est clairement Upland qui détient toutes les clés. Donc ils sont toujours en charge de cela. Par contre, le but de toute cette manœuvre et de cette UIP, c'est d'atteindre alors, je ne vais pas dire que c'est d'atteindre la décentralisation, parce que ce n'est pas vrai. Par contre, c'est d'atteindre un environnement qui favorisera la décentralisation future. Et je pense que c'est une précision qui vaut la peine d'être faite parce que ça pèse très lourd dans la communication de cette UIP et c'est ce qui inquiète beaucoup les gens. Donc, tout d'abord, cette UIP, c'est une décision sur le long terme. Ça a été clairement dit par Upland. Il n'y a pas de risque que l'UIP soit acceptée ou refusée, peu importe. Ça ne change absolument rien au niveau du court terme. Ça reporte simplement la décentralisation. Ou ça reporte le moment où la décentralisation sera dans une bonne circonstance pour se développer. Je passe à la dia suivante. La question est donc, si l'UIP est accepté, que se passe-t-il? Si l'UIP est refusé, que se passe-t-il? Je commence dans le cas où l'UIP est accepté. Alors, si l'UIP est acceptée, il faut savoir qu'elle sera appliquée avec un effet rétroactif qui prendra en compte l'année 2021. Donc, toutes les formules que je vous ai présentées tout à l'heure seront tenues en compte pour toute l'année 2021 et l'année 2022 jusqu'au moment où le vote aura été effectué. Et si le vote se passe en 2023, eh bien, toute l'année 2022 sera comptée et on prendra en charge jusqu'à l'arrivée du vote en 2023. Pour l'instant, les chiffres n'ont pas été rendus publics, pas tous les chiffres en tout cas, mais ils le seront avant que le vote ne soit effectué. Donc ça, c'est important de le signaler. Ça veut également dire que c'est pas un vote qui va arriver demain. On a encore le temps, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser des questions, et on a certainement encore des séances de questions-réponses qui arriveront, donc on aura encore le temps d'en discuter. Ça, c'est la bonne circonstance, si l'UIP est acceptée. Maintenant, si elle est refusée, que se passe-t-il? Alors, si elle est refusée, il faut savoir que Upland devra de toute façon trouver une solution, et la solution à court terme, ce sera de minter de nouveaux EPEX. Donc ce sera d'augmenter la supply finale de l'EPEX. Et ces EPEX seront évidemment dirigés vers l'opérateur pool, la pool de Upland, comme ça a toujours été le cas jusque maintenant. Maintenant, il faut savoir que l'augmentation de la supply, c'est un risque qui pèse sur l'économie. Donc Upland ne va de toute façon pas mettre en danger l'économie du jeu. Ils minteront des UPEX, allez, je vais dire pendant la période charnière qui sera entre le moment où le non aura gagné et le moment où ils feront une nouvelle proposition. De toute façon, ils ne laisseront pas la situation comme ça. Il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de remplir cette pool Upland, donc ils referont des propositions, ça c'est sûr et certain. Ils ne comptent pas non plus renoncer à la décentralisation, donc d'une manière ou d'une autre ça va devoir se faire. Je vais passer à la dia suivante pour continuer l'explication. La question devient donc, comment l'UIP peut-elle influencer la décentralisation? Alors, la décentralisation, c'est le moment où la communauté devient capable de prendre des décisions pour elle-même et devient capable de prendre le pouvoir sur certains aspects du métaverse. Pour ce faire, la pool de Upland de toute façon restera toujours là. Donc, si on ne crée pas un moyen de communication entre ces deux pools, il n'y aura pas de possibilité pour la communauté de rémunérer Upland en tant qu'opérateur du jeu, mais n'aura pas la possibilité non plus de rémunérer d'autres éventuels opérateurs qui pourraient arriver par la suite. Ce qui est envisagé par Upland, en tout cas, ce serait d'avoir un vote au sein de la communauté pour élire, alors eux ils ont parlé d'un comité ou d'une fondation, bref, d'avoir en tout cas des membres élus qui seraient des gens qui auraient fait preuve en tout cas d'une compréhension suffisante et d'une compréhension globale de l'écosystème et qui pourraient prendre des décisions informées en matière de répartition des fonds de la community pool
envers les différents opérateurs. Donc ça, c'est très important. Ce qui est important aussi à signaler en matière de décentralisation, c'est que la décentralisation, ce n'est pas un objectif qui va s'atteindre de but en blanc. Donc il n'y aura pas en tout cas un moment où Upland va dire voilà, maintenant nous décentralisons. C'est quelque chose qui va se faire graduellement, petit à petit. La décentralisation, c'est dangereux. Il y a évidemment des risques pour un projet comme Upland de donner les clés de la gestion de son économie à une entité tierce. Donc tout ça va se faire lentement mais sûrement. Mais pour pouvoir se faire, il faut que le système économique puisse le soutenir. Donc il faut une communication entre ces deux pôles. Alors, je jette un petit coup d'œil à mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai dit en tout cas le principal. Ce que Upland veut faire, en fait, c'est tester différentes variantes de décentralisation. Il ne pense pas que la décentralisation ce soit un objectif en soi. Ça n'existe pas, la décentralisation. Il y a des décentralisations, il y a des manières de la mettre en place et il compte bien en tout cas tester ces manières pour voir lesquelles fonctionnent, lesquelles sont optimales. Donc il y aura jamais, à mon avis, un Upland qui soit entièrement livré à la communauté. Il y aura toujours un équilibre entre une part de centralisation où Upland gardera le contrôle sur certains éléments importants et une part de décentralisation où la communauté aura la possibilité d'agir sur certains vecteurs économiques, sur certaines métriques, sur certains ratios, sur certaines normes, enfin voilà, vous avez compris, la décentralisation ce n'est pas noir ou blanc, c'est quelque chose d'éminemment gris. La question s'est posée dès lors de l'offre totale de l'UPX. Pourquoi cette question s'est-elle posée? C'est une question que je m'étais posée également, mais pas par rapport à l'UPX, par rapport au Spark. Sur blocks.io, on peut regarder les supplies totales des différentes monnaies, et clairement, le Spark avait une supply absolument déraisonnable. Il se trouve que le PEX aussi. Je pense qu'on est à 4 quadrillions de PEX, tout comme 4 quadrillions de Spark ou quelque chose comme ça. Bref, c'est complètement déraisonnable quand on voit ça, et certaines personnes s'en sont inquiétées. Donc, la question a été posée, euh, et toujours bien sûr dans le cadre de cette proposition. Hein, dans le cadre de cette proposition, des gens se sont dit, tiens voilà, s'il y a une offre potentielle de 4 quadrillions de Spark, pourquoi Upland a-t-il fait ça? Pourquoi vont-ils un jour minter un nombre déraisonnable de PEX, etc. Est-ce que ça doit rentrer en compte dans la décision de l'UIP? La réponse est non, ça ne doit pas rentrer en compte, du moins c'est ce que Upland nous dit. La réponse est la suivante. Lorsque Upland a créé les contrats sur la blockchain de EOS, ils auraient voulu ne pas avoir à mettre de supply total pour le PEX et pour le Spark. Le problème, c'est qu'apparemment, la blockchain EOS impose de cadrer et de mettre une limite. Donc en fait, ils ont mis la limite maximale pour être certain de ne jamais être bloqué. Maintenant, si, comme moi, vous êtes dans Upland depuis un petit temps, vous savez que Upland ne fait pas n'importe quoi avec ses métriques économiques, vous savez qu'ils sont très vigilants à l'économie et à la stabilité du système, donc j'ai tendance à ne pas m'inquiéter pour ça. C'est peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être de la naïveté, mais en tout cas, j'ai tendance à ne pas m'inquiéter de tout ça et à continuer à croire que Upland gère ça d'une main de maître, je dirais. Je ne pense pas non plus que l'impression monétaire, enfin l'expansion monétaire sera livrée à la communauté de sitôt. Je pense que tout ça va prendre énormément de temps. Alors, on passe à la suite. Ah oui, question que j'ai trouvée anecdotique, mais je la relaye toutefois. Est-ce que l'économie de Plend est une économie réelle? Moi, la réponse me semblait claire, mais visiblement, c'était pas clair pour tout le monde. Je vous passe la réponse au cas où ça aurait du sens pour vous. Clairement, c'est une question philosophique. Qu'est-ce qu'une économie réelle? Il faut partir du principe que Upland, c'est un marché ouvert, c'est un marché qui est basé sur la possession de ces biens actés sur la blockchain.
c'est une économie dans laquelle on peut extraire de la valeur via des ventes de propriétés et récupérer en dollars, et où l'entrepreneuriat est possible. Donc ça, pour moi, ce sont des métriques suffisantes pour déjà qualifier l'économie de plaine comme une économie réelle. Maintenant, si des gens préfèrent focaliser sur le fait que ce qui est online n'est pas réel, bon, ben, je les renverrai à l'économie d'Amazon dès lors qu'il ne serait pas une économie réelle. Enfin voilà, je comprends pas très bien cette question, mais en tout cas elle a encore été posée, donc je vous la relaye. Alors je vais jeter un petit coup d'œil sur le chat pour voir s'il y a des questions. Euh, alors, on me pose la question de savoir si un calendrier de release de la supply est-il disponible. Non, il n'y a pas de calendrier de release de la supply pour la simple et bonne raison que la supply ne doit pas être adaptée d'un point de vue temporel, elle doit être adaptée d'un point de vue de l'usage. Donc en gros, pour l'instant, on le voit bien, le marché est un peu morose, les marchés en général sont un peu moroses, on prend moins d'utilisateurs qu'auparavant. Il n'y aurait aucune raison pour l'instant, même si on atteignait une certaine date calendrier, d'arriver et d'injecter de nouveaux OPEX dans l'économie. Au contraire, ce serait même un peu défavorable pour le développement économique. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment au niveau du nombre d'utilisateurs, au niveau de l'utilisation réelle, et c'est Upland qui gère ça complètement pour l'instant. Donc il y a pas de calendrier pour répondre à la question. Je passe à la diapo suivante. Ah oui, question intéressante. Étant donné que l'UIP traite de l'échange de valeur entre la community pool et l'opérator pool, certaines personnes se sont demandé, tiens, mais si la community pool commence à se faire drainer de ses OPEX, est-ce qu'il est possible qu'au final ça puisse impacter nos loyers, étant donné que nos loyers proviennent de la community pool? La réponse de Plend est claire. La réponse est non. Il n'y aura aucune influence sur les loyers, c'est pas du tout au programme. Donc, c'est difficile pour l'instant d'avoir une opinion claire, étant donné qu'il n'y a pas de chiffres précis qui ont été rendus pour l'instant. Il y a notamment une personne durant la session de questions-réponses qui avait demandé, tiens, avez-vous une idée de, du montant de PEX qui serait transféré pour la période 2021? Je vous ai dit que les effets seraient rétroactifs. Donc il y en a un qui a demandé, tiens, pour la période 2021, où en sommes-nous? Ils veulent pas donner la réponse pour l'instant. Tout ça va être publié. Je pense qu'ils ne veulent pas donner cette réponse durant une session de questions-réponses parce que c'est une donnée chiffrée qui demande de l'analyse. Et ils ont, à mon sens, pas envie de s'exposer à des réactions épidermiques lors d'une session de questions-réponses. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils allaient fournir ces chiffres. Et je pense que c'est là que le vrai débat va vraiment commencer. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, en fait, c'est juste dégrossir la question et voir un petit peu comment dans les grandes lignes, cette mécanique va fonctionner. Après, il faudra rentrer vraiment dans le précis et dans le particulier, et ça, ce ne seront que les chiffres qui nous permettront de le faire. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'influence sur les loyers. Dès lors, il y a des gens qui se sont posé la question, oui, mais si les OPEX passent sans arrêt en direction de la Upland Pool, il y a bien un moment où la Community Pool va se vider. Non, parce que les nouveaux OPEX vont être remintés vers la Community Pool, et de toute façon, la Upland Pool ne fait que vendre des OPEX à la communauté, qui finit par les utiliser, et donc qui retourne d'une manière ou d'une autre à la Community Pool. Donc tout ça est plutôt bien calculé. Et ça vaut ce que ça vaut, ça n'a absolument aucune valeur intellectuelle ce que je vais dire, mais ça me semble important de créer des systèmes de vases communicants dans toute bonne économie qui se respecte. Ça me semble bizarre d'avoir une économie efficace avec des opérateurs qui ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre. Donc rien que de ce spectre-là et de ce point de vue-là, je trouve que ce serait intéressant de tisser un lien entre la community pool et le plan pool. Encore une fois, après, tout est une notion de ratio. Quel ratio des OPEX vont être envoyés réellement vers la Upland Pool? Je passe à la dia suivante. La croissance de la plateforme
comment Upland envisage-t-il la croissance de la plateforme? Donc là, ils ont clairement dit que pour l'instant, les facteurs macroéconomiques, donc en gros les marchés financiers, le marché crypto, etc., sont dans un mood un peu défavorable. On est avec des tristes mouvements et je pense que c'est pas les derniers jours qui vont me contredire. Cependant, le développement se poursuit. Il n'y a aucun souci au niveau du développement. Il y a toujours un bon focus qui est mis sur la publicité, avec les publicités sur Brave, sur Facebook, sur TikTok. Il y a toujours le développement de la plateforme pour les développeurs tiers, avec pour objectif, bien entendu, de fournir du contenu qui soit jouable, qui soit expérimentable, on va dire, avec par exemple World of Football, dont on vous a déjà parlé, qui devrait normalement arriver courant novembre, selon les annonces qui avaient été faites. Donc ça, c'est de toute façon, ce sont de bons indicateurs de la croissance de la plateforme, avoir de nouveaux cas d'usage qui se développent, des nouveaux partenariats et des marques qui arrivent. On a d'ailleurs dans le chat, on nous a dit que de nouvelles entreprises allaient arriver, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. On va en tout cas s'intéresser à ça de très près. La FIFA est un très bel exemple, hein. C'est un très beau partenariat. On voit que Upland monte en gamme clairement au niveau des partenariats. Je rappellerai il y a peu de temps, on était sur la Manguera Samba School, qui est une école de samba à Rio. Alors je ne minimise absolument pas la qualité de cette école, mais je pense qu'elle n'a pas la renommée et le retentissement international qu'a la FIFA. Un peu après la Mangueira School, on a eu la Primeira Liga, donc la ligue de football portugaise, qui est certes une ligue réputée, une ligue qui a de la résonance sur le plan international, mais encore une fois, pas au niveau de la FIFA. Et quand on voit que maintenant, en si peu de temps, Upland est déjà à nous annoncer des partenariats avec la FIFA, ben on peut s'attendre en tout cas à de très belles choses pour l'avenir. Il y a une belle montée en grade de ce côté-là. Ils ont annoncé également le début de l'interopérabilité avec d'autres métaverses, je pense qu'on entrevoit déjà un petit peu ça avec Gala Games, qui est à leur manière un métaverse également, et on sent qu'il y a des liens assez intimes qui vont se tisser entre Upland et Gala Games, donc ça c'est une très bonne chose. Et dernier vecteur de croissance, et à mon avis pas des moindres, on a tendance à le passer un peu sous silence pour l'instant parce qu'on en parle. Upland n'en parle pas beaucoup, mais c'est le chat in-game, la possibilité de pouvoir discuter avec les Uplanders directement dans Upland. Donc cette déportation de Discord vers l'intérieur de la plateforme, ce qui est à mon avis un des derniers maillons manquants pour avoir un écosystème beaucoup plus dynamique et une économie qui est beaucoup plus réactive. Je pense qu'on minimise beaucoup l'importance du chat in-game, tout simplement parce qu'on a Discord et on se dit qu'on peut s'arranger par Discord. Non, pas du tout. Il y a à mon avis, 75% des joueurs qui ne sont pas sur Discord. Donc on se ferme la possibilité de discuter avec les trois quarts des joueurs de Play. C'est très dommage et très dommageable. Je passe à la suite. Donc ça, c'était en matière de croissance. Il y a dès lors pas lieu de s'inquiéter, hein. C'est en gros le message sous-jacent, c'est peu importe les fluctuations du marché, ne nous inquiétons pas du développement de Blend. Le partenariat avec la FIFA nous annonce que tout est en cours, tout suit son cours et que le développement suit de très bonnes rails. Dans les questions qui se sont posées, c'est le vote se fera-t-il sur la blockchain? J'ai trouvé la question intéressante et la réponse tout autant. Ça m'aurait plu initialement que le vote se passe sur la blockchain. Cependant, et la réponse de Idan m'a surprise, mais au final m'a convaincu, il ne souhaite pas faire le vote sur la blockchain pour la simple et bonne raison qu'il ne souhaite pas que les votes soient rendus publics. Non pas les résultats des votes, mais que les votes individuels des gens soient rendus publics. Il ne souhaite pas qu'il y ait peut-être une chasse aux sorcières, peut-être un clivage de la communauté, bref. Je pense que c'est probablement une bonne chose. Je crois assez profondément en la bonne foi de Plend. Je crois qu'il n'y aurait pas de malversation au niveau des votes. Euh,
je ne m'inquiète pas spécialement que les votes ne se fassent pas sur la blockchain, mais je peux comprendre en tout cas qu'ils ne le fassent pas dans un premier temps. Cependant, ils ont dit que c'était une option qu'ils avaient envisagée et ils travaillent sur une possibilité de faire les votes sur la blockchain, mais qui soit probablement anonymisé, que monsieur tout le monde n'ait pas accès aux, aux informations personnelles de qui a voté quoi, mais plutôt autant de personnes ont voté ceci. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça devrait arriver de toute façon dans tout système décentralisé, le vote est une part importante, donc il y aura de toute façon des évolutions qui se feront de ce côté-là, mais pas pour ce premier vote-ci. Question intéressante aussi, y a-t-il un pourcentage de réserve sur la community pool? Alors j'explique un peu la question parce que c'est moi qui l'ai formulée ainsi et je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait claire. En gros c'est, y a-t-il un seuil à partir duquel il n'y aurait plus de transfert vers la Upland Pool? Donc pour l'instant, nous sommes à 89 milliards de PEX. Par exemple, si la Community Pool tombe à 50 milliards de PEX, est-ce qu'on arrête d'envoyer vers la Upland Pool? Ça, c'est la question. La réponse a été claire. La réponse a été non, il n'y a pas de pourcentage, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de nécessité d'avoir de pourcentage parce que ce sont des autres formules simplement qui vont réglementer tout ça. Et il y a de toute façon la variable de l'expansion monétaire, donc la possibilité de minter de nouveaux OPEX, qui rend tout ça un peu flou. Si on fixe un pourcentage de la community pool, au final, on a l'obligation de minter des OPEX. J'ai l'impression. Du moins, c'est ma compréhension. Euh, L'important, c'est que la community pool soit toujours en mesure de répondre aux besoins à la fois des loyers, des bonus de collection et tout ce pourquoi elle est faite initialement, et en même temps qu'elle ait la possibilité de financer des opérateurs. Je ne pense pas que ce soit intéressant de se fixer un pourcentage en dessous duquel il ne faudrait pas tomber ou un pourcentage de réserve. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si on tombe trop bas au niveau de la community pool, c'est probablement parce qu'il y a une grosse activité sur le projet, donc il y aura du mint de nouveaux OPEX vers la community pool. C'est comme ça qu'il faut réfléchir plutôt qu'en matière de pourcentage et de limite à ne pas dépasser. Je passe à la question suivante. Comment définir si une expansion monétaire est nécessaire? Alors, ça c'est une question qui froisse un petit peu certaines personnes, mais qui montre bien la centralisation du projet pour l'instant. Clairement, c'est Upland qui décide. C'est eux qui ont accès à toutes les métriques d'activité économique, c'est eux qui voient exactement quand la stabilité de l'UPEX nécessite une expansion monétaire ou ou un burn de token. Là, j'ai parlé d'expansion monétaire parce que c'est vrai que le jeu est en développement et qu'on a un biais à plutôt voir l'augmentation du nombre de PEX, mais on pourrait très bien imaginer un burn des EPEX s'il se retrouvait à y en avoir trop en circulation. C'est tout à fait possible et tout à fait imaginable. Donc c'est Upland qui décide de ça. Peut-être qu'un jour ce sera laissé à l'appréciation d'une autorité tierce qui serait élue dans le cadre de la décentralisation, mais clairement, il ne faut pas trop s'y attendre avant un bon bout de temps. Et je pense que ça, c'était la dernière chose qui était intéressante. Non, il y a également eu la question du Spark. Il faut savoir que cette UIP définit également une nouvelle méthode de mint du Spark. Alors, les Sparks ne sont pas mintés vers la community pool, donc là, c'est une question qui est un peu en dehors de tout ce dont nous venons de parler jusqu'à présent. Mais en tout cas, voilà la formule si ça vous intéresse pour définir comment les Sparks vont être mintés. Il va y avoir de toute façon de plus en plus de nécessité de faire intervenir de nouveaux Sparks. Donc, pour chaque nouveau Uplander, il y aura 0,15 Sparks qui vont être mintés. Pour chaque utilisateur actif mensuel, il y aura 0,004 Spark qui seront mintés.
Donc voilà les formules dont nous sommes au courant pour l'instant, en sachant bien entendu que tous les chiffres et toutes les précisions nécessaires à la prise de décision vont nous être communiqués avant le vote. Ça, c'est un fait sûr et certain. Voilà pour les nouvelles informations qui nous ont été données à propos de cette UIP. Donc je vous laisse maintenant dans le chat si vous avez des questions, s'il y a des commentaires qui vous viennent, je vous laisse quelques minutes pour me les faire parvenir. J'y réagirai s'il y a lieu. Mais en tout cas, je trouve que cette UIP se précise petit à petit. Je trouve également qu'il y a de plus en plus de flou dans la communauté. J'ai l'impression que les questions relèvent beaucoup de l'inquiétude et beaucoup de l'angoisse. J'ai l'impression que les gens voient un peu le diable être vendu dans une boîte, on va dire. Mais je pense c'est pas le but pour l'instant de savoir si on est pour ou contre cette UIP. Pour l'instant, on est juste en train de dégrossir le mécanisme et d'essayer de comprendre l'intérêt sous-jacent qu'il y a d'avoir une communication entre ces deux pools. Et soit quand ils nous donneront les chiffres, soit les gens seront totalement rassurés, soit les gens seront totalement inquiets. Et là, il sera temps de prendre une décision. Mais tant qu'on n'a pas les chiffres, je vois mal ce qu'on peut décider. On manque encore beaucoup d'informations. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah ben voilà, on a Tiasfrag qui nous dit théorie monétaire de Milton Friedman. La masse monétaire doit progresser à taux égal au taux de croissance à long terme de l'économie, augmenté du taux d'inflation. Exactement. Exactement. Donc, il n'y a absolument pas de raison d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un calendrier avec une échéance fixe où de l'EPEX est régulièrement injecté dans l'économie. Tout ça doit être mis en rapport avec le taux d'activité et le taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation, ça c'est une question qui est vaste dans Upland. Il y a pas trop encore pour l'instant de raison de trop se pencher sur l'inflation dans Upland, mais ça pourrait faire l'objet d'un live vraiment intéressant, je pense. Mais pour ça, je pense que je devrais avoir une bonne conversation avec un ou deux amis qui sont un petit peu plus économistes que moi, pour être sûr de ne pas vous dire d'idiotie. Eh bien voilà, ben je pense qu'il y a pas des masses de questions qui semblent revenir. Alors soit je vous ai tous perdus, soit soit vous êtes tous abasourdis par les informations, soit vous nous avez tous quittés parce que j'ai été barbant. Un live consistant, nous dit Tiasfrag. Parfait. Bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh... Alors on vote pour. J'en sais rien. J'en sais rien. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai aucune idée à l'heure actuelle de ce pourquoi je voterai. Dans un premier temps, en tout cas, moi je vote euh, je vote en faveur pour l'instant parce que je trouve que le système global a du sens. Maintenant, avant de vous dire vraiment si oui ou non définitivement je voterai pour, moi je veux voir les chiffres. Je veux savoir exactement quelle quantité de de la community pool irait vers la upland pool, quels sont les ratios, quelles sont les formules. Je voudrais savoir pour l'année 2021 à combien ça correspond. Voilà, je voudrais pouvoir chiffrer tout ça. Je voudrais voir un petit peu. Il y a même des gens qui ont dit que les OPEX devraient être mintés la upland pool et être burnés de la community pool, ce qui serait pas super juste quand même pour la community pool. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Euh, de prime abord, j'ai tendance à faire confiance à Upland. Euh, pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit souvent durant les lives, hein, moi j'écoute pas trop les promesses. En général, je regarde factuellement ce qui est fait. Et ce qui est fait pour l'instant, c'est un suivi scrupuleux et plus ou moins dans les temps du white paper. Je suis
étonné vraiment de la consistance de ce projet, et je pense que si il nous propose cette solution pour pouvoir financer la Upland Pool, je pense que c'est probablement une des meilleures solutions. Après, la communauté s'exprime pour l'instant. Donc si la communauté fait remonter une solution qui a du sens à leurs yeux, ben, je pense qu'ils seront tout à fait aptes également à retenir de bonnes idées et à faire évoluer leurs propositions. Mais en attendant d'avoir des chiffres et en attendant d'avoir plus d'informations, moi je vous propose vraiment de retenir vos intentions de vote. On ne sait pas si on vote pour ou contre, on attend. Mais en tout cas, comprenez le mécanisme global et voyez si ce mécanisme déjà a du sens à vos yeux ou pas. À mes yeux, ça en a, mais voyez si ça en a pour vous. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Alors, apparemment, des gros joueurs sont pas trop. Alors, attends, parce que sont pas trop d'accord. Des gros joueurs sont pas trop d'accord. Oui, oui, probablement. Maintenant, gros joueur ne veut pas dire joueur informé. C'est pas parce qu'ils sont gros joueurs que leur avis a plus d'importance que votre avis à vous. Ils ont simplement soit passé plus de temps sur le jeu ou injecté plus d'argent. Ça fait pas d'eux des gens mieux informés ou qui ont une vision économique valable. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a énormément de gros joueurs qui sont pour l'instant très en faveur de la proposition, probablement autant d'ailleurs que ceux qui sont en défaveur. Et à mes yeux, je le répète, les deux positions sont probablement euh, trop anticipées. Il y a pas encore suffisamment d'informations pour vraiment prendre une décision. Je pense que on peut être en accord avec le mécanisme global et ne pas être en accord avec les ratios qui vont être d'application. Tout comme on peut ne pas être d'accord avec le mécanisme global, mais à partir du moment où les chiffres arriveront, se dire ouais bon bah ça marche, ok, je pense que ça pourrait être intéressant quand même si je pense qu'il y a un meilleur système. Individuellement, on peut imaginer des meilleurs systèmes. Maintenant, il faut toujours se dire qu'individuellement, on n'a pas accès à toutes les informations, on n'a pas une vision vraiment globale de tout le système de fonctionnement du projet, de tous les contrats sur la blockchain, de toutes les prévisions stratégiques Plenda. Voilà, il faut essayer d'avoir une vision la plus large possible et donc la moins polarisée possible. Euh, Alors, voilà, on a une dernière question. Le vote n'est pas basé sur la délégation de proof of stake. Ah oui, donc en gros la question c'est est-ce que les votes sont pondérés? Donc est-ce qu'un gros joueur a plus de puissance de vote qu'un petit joueur? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas encore eu réellement de précision par rapport à ça, mais on a déjà eu un petit avant-goût avec le vote pour le nom du bloc Explorer. Si vous vous souvenez, on avait voté pour Votron. C'est Votron qui avait gagné, et c'était un vote par personne, ce qui me semble être le plus réaliste, en fait, simplement. Parce que comme je viens de le dire, un gros joueur n'a pas un avis proportionnellement intelligent à son net worth. C'est pas parce qu'on a un gros net worth qu'on a un avis plus pertinent ou moins pertinent. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc voilà. De toute façon, on vous fait suivre dès qu'il y aura plus d'informations sur ce vote. On vous le fera suivre parce que c'est clairement une des questions brûlantes des prochains mois. C'est ultra important de soigner l'économie du jeu. C'est ultra important que la communauté soit en accord avec les décisions qui vont être prises. Et c'est ultra important de nous mettre dans les meilleures circonstances possibles pour que le développement du jeu puisse aller vers une décentralisation euh, petit à petit, comme Upland souhaite la faire, je pense. Je pense. Voilà, voilà. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Là, en tout cas, ça a l'air d'être un peu calmé dans le chat. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir nous les poser sur Discord. On est toujours là pour y répondre. Ce serait intéressant d'en discuter ensemble. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être toujours sans Nocif la semaine prochaine. Je pense qu'il sera encore en vacances. Mais alors.
Ah oui, question ultra importante. Pronostic pour la Belgique à la Coupe du Monde. J'aurais tendance à dire champion, mais je vais pas faire le chauvin. J'en sais rien. En fait, j'y connais strictement rien en foot, vous le savez. Je pense même que tu le sais, Tiasfrag. Je pense que c'est une question piège parce que tu connais mon inculture absolue en matière de football. Donc, par pur chauvinisme, je vais dire Belgique championne, mais j'en sais rien. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine en tout cas. Je vous dis à mercredi prochain et que tout se passe bien dans le métaverse. Ciao, ciao les gars.